Alors bonjour à tous. Merci, merci d'être présents donc à la dernière table ronde de la journée qu'on a décidé de consacrer en fait à la recherche publique et notamment au principe des coopérations entre la recherche publique et l'industrie. Donc évidemment, un cadre comme le Salon Global Industrie est un cadre idéal pour montrer comment les entreprises elles peuvent bénéficier du potentiel technologique que la recherche publique a à proposer. Alors, ce format de table ronde, il va être essentiellement constitué de témoignages, de retours d'expérience. Et encore merci à tous nos intervenants voilà, d'être avec nous, de nous parler de leur collaboration avec la recherche publique. Donc pendant 60 minutes, ce que je vous propose, c'est que sur le plan pratique, on va essayer de réserver les questions à la fin. Et je vais laisser chaque intervenant en fait, voilà, le soin de se présenter. Juste peut-être quand même quelques mots sans déflorer le sujet de la conclusion qui sera présenté par le vice-président en charge des relations industrielles du réseau SAT, donc Xavier Apolinarski, qui reviendra sur les SAT. Qu'est-ce que les SAT, puisque cette table ronde, en fait, elle a été montée en coopération avec le réseau des SAT. Donc, juste quelques petits mots pour donner des repères. Donc, les différents témoignages autour de la table ronde vont illustrer à différents stades de maturité des projets, différents stades de maturité d'entreprise, comment elles ont pu travailler avec la recherche publique. Les SAT étant des structures, donc il existe 13 sociétés d'accélération du transfert de technologie qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, au plus près des laboratoires de la recherche publique, puisque c'est notre vocation première. Nous avons été créés par l'État, nous sommes dotés par l'État pour effectivement aller se faire sortir des laboratoires de la recherche publique des innovations technologiques, de pouvoir en assumer le risque technologique en investissant, en faisant passer des résultats de laboratoire au plus près, en les faisant passer en fait, au plus près en fait, du marché, en les ramenant au plus près du marché, en assumant donc, le risque à la fois technologique et marché. Donc juste voilà quelques petits points de repère puisque les différents témoignages vont nous présenter comment en fait elles ont pu trouver donc au sein des SAT une solution, alors qu'il s'agisse d'entreprises déjà plus établies ou d'entrepreneurs. Donc on va voir des startups telles que Amiral Technologies ou Aprex Solutions nous parler voilà, de la manière dont elles ont pu être accompagnées par les sociétés d'accélération du transfert technologique. Donc on va commencer avec Thierry Le Guével. Alors vous dirigez la société Inax. Je vais vous laisser d'abord vous présenter et puis revenir sur votre parcours et nous expliquer en fait comment vous travaillez avec la SAT-Ouest Valorisation, puisqu'aujourd'hui vous êtes engagé dans un projet où vous avez pu bénéficier d'un programme dit de comaturation. Donc je laisserai le soin à Xavier tout à l'heure d'expliquer de quoi il en retourne. Donc voilà, je vous passe la parole. Très bien, bonjour. Donc Thierry Le Guével, je suis le dirigeant d'Inax. Inax, en deux mots, c'est un acteur travaux qui travaille auprès des industriels, auprès du tertiaire, auprès des bailleurs sociaux, différents établissements recevant du public. On intervient en général sur à l'étape de réhabilitation, déconstruction, démolition de bâtiments. Le sujet de transition énergétique est souvent un bon booster aussi à notre métier. Et notre métier, c'est de faire du diagnostic et de la maîtrise d'œuvre afin de mesurer les risques relatifs à des problématiques ou des présences d'amiante ou de plomb sur des vieux bâtiments, comme on peut en trouver dans différentes zones et différents secteurs d'activité en France. Notre métier nous amène aussi à faire des rapports qui vont servir à la maîtrise d'ouvrage pour mesurer justement la manière de gérer la pathologie du bâtiment en travaux. Ces rapports sont constitués de beaucoup d'écrits, beaucoup de conclusions, beaucoup d'observations, beaucoup de photos. Et j'en viens au fait aussi d'un plan
tels que le sujet, le lieu, la localisation de l'amiante s'il s'agit d'amiante. Et c'est ce pourquoi on s'est rapproché d'Irisa en l'occurrence. Et je vous laisse peut-être la main à partir de maintenant. En fait, donc, vous avez travaillé avec le laboratoire ERISA, effectivement, qui est un laboratoire basé à Rennes. Donc, l'idée, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet, en quoi consistait le projet, comment vous êtes entré aussi en contact avec ce laboratoire? Très simplement. Alors, En fait, dans l'entreprise, nous avons des experts qui sont bien évidemment des sachants métiers, mais aussi notre service informatique. On a décidé il y a déjà quelques temps de ne pas dépendre des éditeurs marchés, de concevoir nous-mêmes au gré de nos besoins et de nos objectifs. Donc de ce fait, on a beaucoup développé sur Android, sur des tablettes Android, nos applications métiers. Et il nous manquait justement cette brique dessin, cette brique croquis, pour permettre à nos techniciens en direct, sur site, de croquer le lieu sur lequel ils se trouvent et où ils réalisent des prélèvements. Donc j'ai fait basiquement une recherche sur YouTube et je suis tombé sur un début de solution et je me suis rapproché d'Eric Anctil qui est le patron d'Irisa et les choses se sont mises en place ainsi avec West Valorisation. alors, donc comment vous avez pu travailler avec le laboratoire et comment West Valorisation vous a accompagné? À la base, il y avait déjà un existant au niveau d'Irisa, existant en développement. Donc la question a été de savoir si oui ou non ils étaient en mesure d'améliorer ce que l'on avait perçu comme étant une bonne base de travail. À nouveau pour faire du croquis et localiser les prélèvements directement sur tablette. Donc une fois l'étude établie, le besoin défini, on a bien évidemment déterminé un besoin, enfin Thomas, un budget, pardon, et c'est là qu'est intervenu aussi West Valorisation pour contractualiser tout ça, se donner le temps d'une maturation et voir comment on pouvait absorber la chose. Donc une fois que le go a été donné, eh bien, il y a eu une embauche d'un développeur dédié à cette opération. Ils ont managé l'équipe en ce sens. On a réalisé un certain nombre de sprints pour voir au gré des étapes que tout allait bien. Et il est arrivé un temps, et du reste dans le timing convenu, d'un delivery de solutions qu'on a nous-mêmes absorbées pour aujourd'hui, pour aller à la conclusion, à moins que vous souhaitiez. Mais concrètement, aujourd'hui, on doit générer 8000 croquis par an et on a constaté une productivité de l'ordre de 15 à 25% sur les missions concernées par le simple fait d'avoir intégré cette solution digitale dans notre application métier. Voilà. Merci beaucoup pour le retour d'expérience. Donc, on va poursuivre avec un autre témoignage, une autre modalité de collaboration que peuvent apporter les SAT. Alors, donc, les sociétés d'accélération de technologie, elles ont toutes le même métier, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir de pouvoir aller dans les laboratoires et de faire sortir ces innovations en investissant, en prenant le risque technologique. Il s'avère que donc il existe parmi les 13 SAT en France des SAT qui assurent une autre palette de services, puisque en fait c'est de ça dont on va parler avec le témoignage d'Ingenova et du groupe Legendre, puisque donc les SAT peuvent aussi assurer pour le compte des établissements de la recherche publique le suivi ce qu'on appelle les collaborations de recherche, la recherche partenariale, et c'est donc précisément en fait ce dont va nous parler donc Lucie Monod pour Ingenova. Donc vous dirigez le groupe, vous êtes responsable du groupe R&D donc Ingenova, et donc je vais vous laisser partager votre expérience. Tout à fait, merci. Merci d'abord pour l'invitation, pour partager notre expérience qui est assez ancienne de collaboration avec la recherche publique. Donc Ingenova, c'est la filiale du groupe Legendre. Pour replacer dans le contexte, le groupe Legendre, c'est une entreprise à la base familiale qui est aujourd'hui un acteur majeur de la construction en France. Ça représente à peu près 2500 salariés sur la France et l'Europe pour un chiffre d'affaires de à peu près 800 millions. Autour de 3 métiers principaux. Le métier historique qui est la construction et un métier autour de l'immobilier, la maîtrise d'ouvrage et de l'énergie, notamment le photovoltaïque. Donc la cellule Ingenova, c'est une filiale dédiée au sein de ce groupe à la R&D et notamment tout ce qui est autour de la construction et des procédés constructifs que va utiliser le groupe pour répondre aux besoins de ses clients.
Ingénova est composé exclusivement de docteurs ingénieurs en génie civil et de doctorants. Plus moi en tant que chef de groupe qui manage l'équipe et gère tout ce qui est les collaborations, les travaux de recherche et coordonne notamment la relation avec les labos publics. La stratégie est directement dictée par le PDG du groupe, Vincent Legendre, qui nous donne les go, les no-go et oriente les recherches qu'on peut mener dans le cadre de ces travaux pour qu'ils soient en relation directe avec les axes que prendra l'entreprise dans les 5 à 10 ans. Dans les 5 à 10 ans. Donc notre mission, c'est vraiment d'imaginer et développer les idées pour le groupe Legendre et pour ses besoins concrets de terrain, de chantier. Donc on a 2 missions. On dit qu'on va de l'idée au chantier. Donc donc l'idée, c'est vraiment faire émerger du terrain des équipes chantier, des équipes d'encadrement, toutes les problématiques qui sont liées au monde du bâtiment, à la construction, sur les différents aspects qu'on peut rencontrer dans nos métiers et en faire ressortir des problématiques et éventuellement trouver des solutions. Donc on a vraiment, on pense vraiment que la solution vient du terrain et que c'est la meilleure source pour trouver des idées. Après, une fois qu'on a l'idée, qu'on a la solution, il faut la développer. C'est aussi nos métiers. Et nos métiers, c'est vraiment de rechercher des solutions, de faire maturer des idées, notamment dans le cadre de la collaboration qu'on a montée avec le laboratoire de l'INSAREN. On collabore avec l'INSAREN depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est quand même un partenariat qui date de longue date, et notamment avec le laboratoire LGCGM, qui est spécialisé dans les structures hybrides. Donc initialement, notre collaboration a débuté sur l'idée que on pouvait faire de l'hybride, notamment entre le béton et l'acier. C'est notre métier. C'est notre métier premier, nous, en tant que constructeurs qui faisons du béton et du métal. Mais on a retrouvé finalement à Rennes, là où était notre siège social, un laboratoire public qui menait des activités quasiment très proches, en parallèle de nous, sur nos axes de recherche. Donc après une première expérience de collaboration de recherche, je dirais isolée, on a décidé de monter avec l'équipe du laboratoire un premier laboratoire commun, labellisé ANR en 2015. Donc il s'appelait B-Hybride, qui était exclusivement axé sur des recherches autour des systèmes hybrides dans le bâtiment, dans la construction, et comment intégrer ces systèmes intelligemment pour améliorer la productivité et d'autres aspects. En 2019, on a souhaité ouvrir ce partenariat, notamment sur des aspects plus axés environnementaux, éco-conception, qui sont les enjeux que, en 2019, en tout cas, on voyait arriver. Et donc on a ouvert ce partenariat LabCom à la notion de chaire industrielle, avec une première chaire industrielle nommée Re-Expérience, qui cherchait justement à ouvrir les expériences sur d'autres domaines que l'hybride. Et en 2021, ça s'est concrétisé par une chaire nommée Free BTP, qui a été labellisée par l'ANR sur des axes concrets de recherche en relation justement avec tous les enjeux de transition écologique que va devoir mener l'entreprise. Et donc sur ces sujets justement donc de besoins marchés, donc comment le chercheur, enfin comment l'équipe de recherche vous accompagne en termes peut-être de compréhension ou d'anticipation, comment ça se passe? Du coup, l'ambition qu'on a mis dans cette chaire, on l'a vraiment co-construite avec le laboratoire. C'est pas nous qui sommes arrivés avec un projet, on l'a co-construite au fur et à mesure de nos relations. L'ambition, c'est vraiment l'évolution des techniques de construction, les amener à une meilleure industrialisation, une meilleure prise de conscience et une simplification, et amener des nouveaux matériaux pour répondre aux nouveaux enjeux, tout ça. Donc du coup, de ces différentes collaborations, on a été accompagné notamment par la SAT Ouest Valorisation dans l'identification, le montage et le suivi de notre partenariat, parce qu'on souhaitait vraiment pérenniser ce partenariat dans le temps. Et du coup, la SAT nous a accompagnés dans le montage, l'encadrement. Ça a permis de rassurer notre relation avec le chercheur, de la concrétiser.
sur un partenariat qui se voulait déjà à la base long. Donc voilà, et après la SAC nous a aussi accompagnés sur tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, la gestion des 3 brevets qui ont émané de notre collaboration au fil du temps. Après, concrètement, au quotidien, du coup, moi je coordonne pour la partie entreprise le laboratoire, la chaire, le laboratoire et la chaire. Et j'ai mon pendant qui est le pilote de projet à l'INSA-Rennes, qui est Hugues Somja, qui gère tous les aspects scientifiques du laboratoire. Okay. Merci pour ce témoignage. Donc, après avoir effectivement donc pu bénéficier des retours d'expérience d'entreprises déjà un peu plus établies, on va maintenant, si vous voulez bien, en fait, parler donc voilà de start-up, puisque c'est quand même le cœur d'activité des SAT. Hein. Notre mission, c'est aussi donc non seulement d'accompagner les besoins des entreprises dans leur capacité à intégrer de l'innovation technologique, de rupture, hein, on dit deep tech maintenant, mais effectivement, donc la plupart de nos projets, peut-être la moitié, mais là je parle sous le contrôle de Xavier, tu pourras revenir là-dessus bien entendu, mais nos projets en fait donc donnent lieu à la création de start-up. Et on va voir au travers de 2 témoignages comment en fait donc ces transferts de technologie en fait ont pu donner naissance. Alors on va voir 2 projets complètement différents. Donc, alors, vous êtes complètement différents parce que vous êtes déjà basés dans 2 régions différentes. Hein. Pour autant, en fait, ce sont deux parcours entrepreneuriaux. Donc voilà, donc qui ont donné naissance à deux startups qui se développent et qui par ailleurs sont exposantes au salon. Donc je vous invite à aller aussi leur rendre visite sur le stand Global Industrie. Alors, on va commencer par Romain. Donc, Romain, est-ce que tu peux, Romain Baud, donc pour la société Aprex Solutions, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous expliquer effectivement comment tu as travaillé avec l'Institut Jean Lamour et comment effectivement la SAT aussi t'as pu t'accompagner dans le projet d'entreprise. Oui, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Romain Baud, effectivement cofondateur et aujourd'hui dirigeant d'Aprex Solutions. Donc d'abord, ce qu'on fait chez Aprex, c'est du contrôle qualité pour le secteur industriel, basé sur de l'analyse d'images, l'algorithmie, traitement d'images, 2D, 3D, intelligence artificielle ou pas, enfin bref, toute une zoologie d'algorithmes qui permettent de traiter l'image et de l'amener au cœur de la production, de la chaîne de production industrielle, autant pour contrôler du produit que contrôler de la machine, guider du robot, etc. Et vraiment de s'intégrer dans l'outil de production. Donc du coup, tout ça, c'est effectivement issu d'un projet de création d'entreprise. Avant d'être une entreprise, c'était un projet de création. Et tout ça, c'est venu effectivement d'un savoir-faire qu'on a pu développer, donc moi-même et puis Mickaël Dessécures, qui est l'autre moitié d'Aprex pour le coup, en tant qu'ingénieur et chercheur dans le secteur de la fusion thermonucléaire, puisqu'on a travaillé notamment sur des problématiques autour du projet ITER, notamment le développement d'instruments de mesure, alors en lien avec de l'analyse d'image, mais pas que, puisqu'on a développé aussi des sondes d'analyse de courant, etc., qu'on a pu emmener au cœur, au sein des réacteurs. En tout cas, le fil conducteur de nos travaux pendant ces 10 années au cœur de la recherche a été la fabrication d'instruments de mesure et l'analyse de ces données en quelque sorte. Et c'est ce qu'on continue à faire. On se rend compte que les contraintes qu'on a eues dans le milieu de la recherche, conditions d'éclairage difficiles pour la partie analyse d'image, volume de données absolument astronomique puisqu'on travaillait avec la caméra qui fait quand même près d'1 million d'images pour 1 seconde de film. Donc voilà, il faut pouvoir aller vite pour traiter les données. On pouvait intervenir sur des thématiques de détection, de tracking et de mesure de particules, donc mesurer 3-4 000 particules par image, fois les 1 million pour 1 seconde. Donc voilà, des volumes de données absolument importants. Et on s'est rendu compte petit à petit que le savoir-faire qu'on avait pu développer et l'expérience en termes d'apport de solutions très innovantes sur le terrain autour d'un réacteur avait énormément aussi de valeur pour un industriel, puisque faire de la R&D, faire des algorithmes sur de l'analyse d'image, c'est une chose. Les rendre exploitables
dans le dehors d'un cadre d'un domaine d'études, donc vraiment que ce soit exploitable par un industriel, c'est encore autre chose. Et en tant que physicien expérimentateur, c'était vraiment un savoir-faire qu'on avait pu acquérir pendant ces 10 années. Donc en 2017, effectivement, on crée Aprex Solutions, donc avec toute notre background auparavant. Et on demande, accompagné donc par l'incubateur Lorrain en l'occurrence, puisque Aprex est issu de Nancy, donc incubateur de l'Université de Lorraine. On a la SAT Science pour effectivement pouvoir obtenir l'exploitation d'un des algorithmes auxquels on avait pu participer au développement et à l'exploitation sur des problématiques de fusion nucléaire, pour lequel on avait entrevu un vrai intérêt sur le secteur industriel, qui aura été confirmé quelques mois, quelques années plus tard, par effectivement la réussite de projets, là où nos confrères ou concurrents avaient pu sécher. Mais cet algorithme, en l'occurrence, a pu nous aider à y répondre. Et on continue toujours sur la même démarche, donc à avoir de la R&D en interne, puisque ça fait partie aussi de notre ADN. On aurait du mal à faire autrement. Mais aussi toujours garder un œil avec les partenariats de l'Institut Jean Lamour, notamment, avec lesquels on a une co-tutelle avec le CNRS aujourd'hui encore, toujours sur des thématiques de fusion et toujours sur des thématiques d'analyse d'image. Mais on continue à garder un regard assez large pour pouvoir bénéficier effectivement de ce savoir-faire qui est unique quand même dans nos laboratoires de recherche. Le concret, l'hyper pragmatique du terrain, c'est très bien parce que c'est la finalité des choses, mais pouvoir compter sur des gens qui ont la possibilité de prendre du recul, d'examiner ce qui se passe dans le micro-détail, de remonter des éléments auxquels nous, on pourra faire le tri, c'est effectivement un soutien extrêmement important, notamment pour une entreprise relativement petite. On est 12 encore aujourd'hui, même si on continue à croître. On ne pourrait pas se permettre d'avoir 3-4 chercheurs qui se grattent la tête en permanence, même si on trouverait ça très très utile. Donc c'est effectivement tout l'accompagnement avec l'incubateur, la SAT Science, l'Université de Lorraine qui permet encore aujourd'hui de pouvoir proposer de nouvelles choses et de se positionner par rapport à la concurrence, ouais, effectivement. Donc ça marche et ça aide les entreprises à aller plus loin, les startups notamment. Oui, c'est un appui, effectivement. Les grands groupes, c'est pas. Voilà, si ça valait pas le coup de faire de la R&D, aucun des grands groupes qui sont présents aujourd'hui n'aurait de centre R&D. Pourtant, on les connaît tous, les centres R&D de Siemens, enfin bref. Absolument. Là. Donc, il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut quand même avancer. Il faut amener de la valeur ajoutée sur nos propositions de valeur. Sinon, on n'existe pas longtemps, quoi. Et donc, la recherche est là pour ça. Donc, alors merci pour ce partage d'expérience. Donc, autre projet entrepreneurial avec Amiral Technologies, donc avec Simon. Donc là, je vous laisse aussi nous partager votre parcours. Vous êtes un serial entrepreneur, comme on dit. Killer. Killer, ça, je vous laisse nous en parler, nous développer. Donc, en tout cas, déjà, premièrement, serial entrepreneur. Donc, vous avez embarqué dans un projet aujourd'hui qui est à Grenoble. Vous avez été accompagné par la SAT Lynxium. Donc voilà, je vous laisse nous partager votre témoignage et retour d'expérience de la collaboration avec le GIPSA Lab. Bonjour. J'hésitais, je me disais pour les captiver, parce que j'en vois beaucoup qui sont sur leur téléphone portable. Arrêtez d'utiliser vos téléphones portables. Où je vais vous parler de la sélection officielle du Festival de Cannes. Peut-être que ça vous intéressera plus. J'en vois qui sourit là-bas. Il tweet. Bon, moi, je suis le CEO, le directeur général d'Amiral. Je ne suis pas un des deux cofondateurs. Les deux cofondateurs, l'un est toujours directeur de recherche au CNRS. Donc, il n'a pas voulu passer du côté obscur. Il est resté là où il est bien. C'est important de se sentir là où on est bien. L'autre personne était la directrice générale. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent depuis l'enfance. Et en fait, société créée en 2018, il y a à peu près 4 ans, la semaine dernière. Les premières briques technologiques ont été inventées. Je parle d'invention, je ne parle pas de découverte. Il y a une nuance. On a découvert le radium, on n'a pas inventé le radium. Il y a à peu près une dizaine d'années. Et à Grenoble, en fait, il y a eu des tests qui ont été faits avec un groupe industriel qui fait des disjoncteurs électriques,
imaginez lequel. Et en fait, là, il y a deux voies possibles. C'est assez classique, soit le CNRS, en l'occurrence, va vendre sa techno à ce groupe industriel, soit il se dit, bah, tiens, je vais peut-être la licencier et je vais créer en fait une société privée. C'est la voie qui a été choisie. Il y a eu un dispositif donc, de maturation, incubation, création de la société. Donc la SAT Linxium a été motrice. Ni l'un ni l'autre avait créé de société auparavant. Important. Donc il y a des process, il y a des choses plus ou moins intéressantes. On a besoin d'être coaché, on va dire, par des gens qui savent, permettre d'éviter de perdre du temps. Cette société est créée. Bien entendu, la SAT a en général à peu près 10% du capital. Maintenant, ils en ont un peu moins parce qu'il y a une première levée de fonds, donc ils vont être dilués de plus en plus. Hein. Il n'y a pas de vocation commerciale derrière tout ça. Et moi, en fait, je suis arrivé en 2019, à peu près un an et demi après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est rare, c'est que en fait, Katia, donc qui n'est pas la personne qui est toujours à la recherche, s'est dit bon, c'est pas forcément ce dans quoi je vais m'épanouir, la direction générale de la société. C'est rare de savoir où est sa place. Et je disais il y a peu de temps chez Linxium, puisqu'il y avait des chercheurs qui étaient en train de se dire je vais créer ma boîte et donc je vais devenir CEO et je vais m'éclater. Et le but dans la vie quand on bosse, c'est de se faire plaisir. Ce que je dis toujours aux gens, vous faites plaisir. On travaille pour 3 raisons, se faire plaisir, gagner de l'argent et apprendre des nouvelles choses. Le tiercé est interchangeable. Hein. Il y en a qui travaillent que pour l'argent, on fait ce qu'on veut. Mais le plaisir est vraiment moteur. Et je disais souvent en plaisantant aux gens un conseil, si je peux en donner un, c'était de lire ou de relire Nietzsche. Alors pourquoi je disais ça ? C'est de dire que c'est bon parce que tu es un scientifique génial, que tu vas être bien à ta place dans un job de directeur général d'une société technologique. Ça va pas de soi. C'est dans une société aussi autre, on peut être commercial et directeur commercial, on ne va pas être bon, on ne va pas s'éclater. Donc ça, c'est un point majeur. Ce qui a fait que des 2 cofondateurs s'est dit, bah tiens, moi c'est pas forcément ce dans quoi je vais m'épanouir. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu un alignement de planètes, un concours de circonstances. On croit au hasard ou pas, on croit à la destinée. J'ai rencontré Katia à Hanovre. Le Global Industrie de Hanovre, c'est la foire de Hanovre. Hein. C'est encore 3, 4 fois, 10 fois plus grand. Et j'étais dans une autre société que j'avais cofondée. On s'est rencontrés. Ça s'est bien passé entre nous. Je savais que j'allais en sortir de cette société-là. Je savais ce qu'ils faisaient était génial d'un point de vue industriel et d'un point de vue marketing. Et quand je suis sorti, elle m'a appelé pour me vendre sa techno et je lui ai dit je suis sorti, mais par contre j'aimerais bien vous aider. Comment, j'en sais rien. 2 mois après, elle m'a appelé et elle m'a dit on cherche un CEO. Ça vous intéresse ? J'ai dit oui. Donc j'ai fait ma due diligence comme les investisseurs. Et 4 mois après, j'ai rejoint le projet. Donc je sais faire. Ça fait 35 ans que je travaille, ça fait 25 ans que je crée des startups. Il y en a 8 sur 10 qui ne marchent pas. Hein. Les gens qui disent j'ai créé des startups, elles marchent toutes. C'est faux. Et les investisseurs, pareil. Donc, il y a beaucoup d'échecs, il y a du déchet. Mais par contre, je sais faire. Et je sais faire du logiciel. J'en ai mis une en bourse. J'en ai vendu certaines autres. J'en ai planté beaucoup. Voilà. Donc, je suis arrivé un peu là-dessus. Donc, il y a à peu près 2 ans et demi. Et l'idée, c'était vraiment l'accélération commerciale, le développement de la société. Question ? Sinon, je vais parler 2 heures. Mais oui, mais alors justement, en fait, question, c'est que fait Amiral Technologies ? C'est un secret. On anime le festival de Cannes, c'est ce que j'ai dit. En plus, ça c'est la nuit. Nous faisons, quand je suis arrivé, ils avaient une tagline, pour parler bien français, Smart Predictive Maintenance Solutions. Donc prédiction de maintenance prévisionnelle, c'est le terme français. Maintenance prédictive n'existe pas. Maintenance prévisionnelle pour équipements industriels. Smart. Donc j'ai dit ça, on arrête. Tout le monde est smart, tout le monde est sympa, hein, bien sûr, et tout le monde fait la maintenance prédictive. On arrête. Il faut être différent. Et donc, par rapport à ce qu'ils faisaient, on a trouvé que la prédiction de panne, c'était beaucoup plus concret. Donc prédire les pannes d'équipement, justement pour faire de la maintenance prévisionnelle, prédit les pannes et on les prédit en mode aveugle. À mode aveugle, à chaque fois je dis ça, mais qu'est-ce que vous faites en mode aveugle? Donc ça interpelle, on raconte une histoire. Et en mode aveugle, c'est-à-dire que pour prédire des pannes dans le futur, on n'a pas besoin d'avoir d'occurrence de panne dans les données historiques. C'est pas magique, hein, ce sont des mathématiques. On a besoin de données historiques, mais comme dans l'industrie, en fait, les équipements sont de plus en plus fiables, même si on veut prédire les usures et les pannes, on va toujours avoir, avec les approches classiques, besoin de données historiques de panne.
Mais ça, dans l'industrie, ça n'existe pas. On n'est pas dans le monde du big data, comme dans la banque, l'assurance, la distribution, le tertiaire en général. Peu de données et quasiment pas d'occurrence de panne. Donc nous, ce que nous avons inventé, ce sont des méthodes scientifiques, initialement grâce au CNRS de Grenoble, un labo qui s'appelle le GIPSA, GIPSA, dans lequel Mazen Alamir, qui est un de nos 2 cofondateurs, est toujours directeur de recherche du CNRS, et il est toujours conseiller scientifique d'Amiral Technologies. Et on a inventé en fait une façon de faire des modèles de prédiction de panne sans données historiques de panne. Voilà. Question à nouveau ou pas? Donc, le rôle de la SAT Linxium, donc vous accompagnez dans la maturation. Alors comme Linxium est aussi un incubateur, donc comment est-ce que la SAT Linxium vous a accompagné? La réponse est simple, je n'étais pas là, donc je ne peux pas savoir. À partir du moment où vous avez embarqué. C'était Katia et Mazen qui étaient, une fois de plus, comme je l'ai dit, ils ne savaient pas créer, analyse de marché, est-ce qu'on a, est-ce que c'est bien, donc il y a toute la partie, est-ce que c'est vraiment un projet qui est viable ou pas. Donc ça, c'est la partie maturation. Ça, c'est pré-création de société. La partie incubation, c'est un peu avant, et c'est on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, et donc après, c'est... je passe à l'acte et je crée la société en 2018. Donc ça, moi, j'étais pas là. Donc je ne peux pas commenter là-dessus. En tout cas, ça s'est bien passé puisqu'il y a une société qui a été créée, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a eu un programme d'accélération sur lequel, tout à fait honnêtement, j'étais pas très chaud. Parce qu'en vieux briscard, je me dis, bon, on va m'accélérer, je pense que je sais faire. Bon, on y est allé. Il y a eu des choses intéressantes, il y a des choses qui sont toujours intéressantes, on va dire, mais on a été assez peu, je dirais, demandeurs par rapport à tout ce qui était proposé à des gens qui avaient moins de maturité que nous, qui avaient moins d'expérience, qui avaient moins, je dirais, les ficelles du métier. Mais c'est quelque chose qui a été intéressant, qui s'est fini il y a quelques mois récemment. Donc bon, c'est toujours intéressant, il y a toujours des choses à apprendre. Voilà ce que je peux dire par rapport à la SAT. Donc la SAT est toujours, on va dire, ils sont toujours actionnaires. Donc là, par exemple, j'ai proposé en fait à mes associés qu'on aille au vert le 6 juillet à Grenoble pour prendre du recul. Je vais inviter le représentant de la SAT qui était très flatté, qui était surpris. J'ai dit non, tu vas venir parce que c'est toujours intéressant que tu sois là. Il se trouve que c'est un ancien entrepreneur, donc ce qui est bien, c'est comme souvent je dis chez les investisseurs, chez les VC, les meilleurs investisseurs, ce sont les anciens entrepreneurs. Il se trouve que lui, il est ancien entrepreneur. Donc, il a des choses à dire. Il est crédible, il sait faire. C'est pas, il n'y en a pas dans la salle, je vois, c'est pas un consultant de 25 ans qui va venir nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse. Ils sont sympas, mais bon, il faut qu'ils aient un peu plus de poil aux pattes pour conseiller. J'ai rien contre eux, on est tous passés plus ou moins par là. Donc la SAT est toujours avec nous. Ils ont toujours c'est le killer. Ils ont toujours des choses à nous dire. C'est le privilège de l'âge. Je peux être cash. J'ai bientôt 60 ans, je sais que je ne le fais pas, mais j'ai 60 ans, donc vous ne les faites pas. Donc voilà, Philippe est un mec vachement bien, qui nous connaît depuis le début et qui sait mettre le doigt sur des choses sur lesquelles on n'est pas, parce que comme toujours, on a le nez dans le guidon toute la journée et on a besoin de gens qui nous sortent la tête du liquide dans lequel on est, quoi. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions en fait, sur les différents témoignages et sur la manière dont... Enfin, si vous aviez un message particulier avant de passer la parole à Xavier pour réagir aussi au nom des SAT sur ces très riches témoignages, retours d'expérience. Je ne sais pas si vous avez, si vous aviez un message à délivrer à des entrepreneurs qui aujourd'hui, donc par rapport à leurs problématiques d'innovation, s'interrogent donc par rapport à comment, la recherche publique, elle peut vraiment les aider. Donc voilà, si vous aviez un... Il ne faut pas trop se poser de questions. Si on a un doute, il n'y a pas de doute. On peut toujours poser une question, on n'aura pas l'air bête. Donc des labos, il y a plein de gens sympas dedans, des SAT aussi. Donc si on a le moindre commencement peut-être d'une idée, ça vaut le coup de se poser la question et d'aller rencontrer les gens. Dans tous les cas, c'est enrichissant. Après, ils vous diront, ils peuvent pas, ça tient pas la route. Mais ouais, il faut y aller. D'autres commentaires, sur les... Je reprends ce qui s'est passé me concernant. YouTube a été le moyen de trouver. Donc je pense qu'il faut communiquer pour que le public rejoigne le privé, parce que c'est quand même le moyen aujourd'hui de connecter l'un à l'autre. Oui, c'est vrai que nous, c'est un peu. Je vous rejoins totalement sur l'idée que, en fait, il y a un concours de circonstances, il y a une rencontre qui se fait
qu'on n'a pas forcément prévu, mais à un moment, il faut saisir l'opportunité et ça fonctionne bien parce qu'en fait, effectivement, les gens qui sont dans les labos, les chercheurs, ils ont toute volonté à ce que derrière, il y ait des gens qui concrétisent les idées qu'on développe ensemble, même si ce n'est pas des futurs CEO, directeurs, voilà. Mais eux, ils sont aussi fiers que les travaux qui sont menés dans leur labo, ils trouvent une vraie constance dans des produits concrets, en fait. Et pour des gens qui les mettent en œuvre derrière. Et ça, c'est très valorisable. Et, on retrouve, je trouve, dans toutes nos histoires, un peu ce fil-là de façon différente. Ouais, merci. Donc effectivement, oui. Je peux ajouter un point qui est pour moi qui est majeur, c'est la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, en fait, d'un point de vue souveraineté française, européenne, on est dans une course aujourd'hui, une bagarre. La propriété intellectuelle, c'est le nerf de la guerre, et très souvent, en fait, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, tant par les startups que par les côtés recherche. Donc il y a des cadres qui sont bien foutus. Bon, il se trouve que dans le domaine du logiciel qui est le nôtre, c'est pas forcément évident. Et moi, je pense que pour vivre heureux, ils vont cacher dans ce domaine du logiciel. Donc c'est pas forcément dans le hardware, c'est différent. Je pense que les brevets sont plus évidents, c'est plus immédiat. Mais c'est toujours des choses à considérer. La propriété intellectuelle, les dépôts de code source, l'agence de protection des programmes. Et ça, souvent, quand on travaille avec la recherche, c'est des choses qui sont sous-estimées. Il faut très très vite en fait verrouiller et savoir quelle est la stratégie qu'on souhaite adopter. On communique pas. Si on communique, comment? Oui, merci. Effectivement, merci d'avoir mis en exergue quelques éléments. Donc, effectivement, les SAT se font fort d'accompagner. Effectivement, je pense que ça reste des forces. Que justement cette maîtrise des aspects de propriété intellectuelle, je pense que les SAT sont plutôt bien staffés. Ça, je te laisserai compléter. Donc pour accompagner, et donc c'est notre mission que aussi d'accompagner les laboratoires de recherche et aussi évidemment les entrepreneurs pour trouver les meilleures solutions, les meilleures stratégies d'exploitation, de protection et d'exploitation de la propriété intellectuelle. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Le Guéval, c'est que vous avez tout à fait raison, c'est important et ça reste aussi le cœur du métier des SAT que de promouvoir. C'est notre travail d'aller porter, de faire immerger la face cachée, la partie immergée de l'iceberg, donc faire sortir de la recherche publique en fait les pépites. Mais pour autant en fait c'est vrai que c'est aussi très important pour nous que de nous appuyer aussi sur des vrais besoins marchés pour pouvoir effectivement aussi aller sourcer les innovations les plus intéressantes. Donc sur quelques éléments de réaction. Donc je vais qui fera la transition avec le propos de Xavier, si tu veux bien enchaîner et rebondir sur tes... Écoutez, moi sur la table ronde, c'était un pur plaisir parce que tout simplement les personnes qui sont avec nous, finalement on a vu, et ça je ne le savais pas encore, ça fait quand même pas mal d'années que je traîne dans l'innovation entre la recherche et l'industrie, mais je ne savais pas que l'entrepreneuriat préservait. Et finalement, c'était source de jouvence, donc ravi de l'apprendre aujourd'hui. On a vu donc cette passion et finalement l'entrepreneuriat qui est source de jouvence, mais on est venu à Global Industries au niveau du réseau des SAT tout simplement parce que finalement, les SAT, on a un métier, on est pratiquement les agriculteurs de l'innovation. Alors pourquoi on est les agriculteurs de l'innovation au niveau du réseau des SAT? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a comme ambition de nourrir par l'innovation l'industrie française, et Global Industries, ça représente finalement le symbole de l'industrie française, de son dynamisme et de l'innovation qui va avec. Et on a au niveau du réseau des SAT pas mal d'arguments parce qu'on est capable de mobiliser 80% de la recherche publique pour répondre aux besoins d'innovation de l'industrie. Donc ce n'est pas quelques chiffres, on parle de 16 000 technologies qu'on a qualifiées, détectées. On en a à peu près 3 000 brevets qu'on a en gestion permanente et on a créé plus de 670 startups, comme on vient de voir ici aujourd'hui. Donc ces startups sont aussi les meilleurs véhicules finalement pour promouvoir rapidement l'innovation dans l'industrie, pas seulement française, mais internationale. Ensuite, et ça a été dit par Inaxé, c'est que finalement, l'impact de notre travail avec l'industrie, c'est à peu près 20% de croissance. Il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans par Technopolis sur l'ensemble des startups et l'ensemble des industriels qui étaient en relation avec les SAT. Et globalement, elles avaient une perf
économique, c'est-à-dire chiffre d'affaires, EBE, supérieur de 20% en moyenne par rapport à une boîte qui était dans le même secteur industriel. Donc je ne sais pas si c'est la relation avec la SAT, j'y crois pas, mais c'est plutôt le fait d'être connecté à l'innovation, d'avoir une démarche positive et d'amélioration qui fait que la relation avec le labo de recherche, par l'intermédiaire d'une SAT, peut amener de la croissance et de la perf en plus. Ça fait partie des indicateurs que vous avez aussi donnés. L'autre point, c'est les startups qu'on crée. On ne le souligne pas assez, ce n'est pas n'importe quelle start-up, ce n'est pas que des boîtes qui sont là en création à partir d'une idée. Il y a de la technologie et Amiral Technologies l'a exprimé, c'est de la propriété intellectuelle. À un moment donné, faire une bonne start-up, faire une start-up deep tech, ça nécessite d'avoir de la bonne techno. Ça veut dire d'avoir de la techno qui est protégée avec des brevets, mais pas seulement, du software déposé à l'APP, des due diligence, des études de brevetabilité, des libertés d'exploitation qui sont faites. Et aujourd'hui, je ne connais aucune start-up qui est issue du réseau des SAT qui ait eu un problème avec un VC parce que les due diligence sur la partie pays n'étaient pas bonnes. Donc ça, c'est un gage de sérieux, de crédibilité. Quelque part, on peut se dire c'est pas grave, mais les investisseurs, eux, vont regarder ça de manière importante et les créateurs d'entreprises aussi. Donc venez, vous avez avec les SAT et les laboratoires de recherche de la bonne pays, de la bonne innovation qui va durer dans le temps et qui va pouvoir permettre de lever des fonds peut-être de manière plus pertinente. L'autre point important, c'est finalement la couverture qu'on fait au niveau du territoire et avec qui on innove. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1500 transferts de technologie qui ont été faits par le réseau des SAT entre les labos et l'industrie. À 45% de ces transferts de technologie sont faits avec des PME, 45% avec des startups et 10% avec des grands groupes. Donc finalement, le réseau des SAT, c'est quoi? C'est un lien non pas avec l'innovation pour l'industrie finalement des grands groupes qui ont une dynamique d'innovation qui leur est propre, mais à nouveau, je reviens sur ce mot, on vient nourrir les entreprises qui sont sur chacun des territoires en France où les 13 SAT sont implantés pour venir leur apporter l'innovation, si possible en local, pour donner une cohérence à chacun des territoires français en termes de bassin d'emploi et bassin de recherche, pour mixer les deux et les coupler pour faire de l'innovation. Le dernier point, et qui est peut-être le plus pertinent à essayer de vous démontrer l'impact qu'on a, on a vu l'impact sur les entreprises, plus 20% de performance grâce à l'innovation. Et l'autre point, c'est les startups. Aujourd'hui, 1 euro investi par les SAT crée 17 euros de valeur dans les startups. Et aujourd'hui, les startups du réseau des SAT sont valorisées à 1 milliard d'euros. Elles sont à 670, mais 100 startups valent 1 milliard d'euros. Les 570 autres n'ont pas encore été qualifiés dans cette valorisation de l'investissement. Donc ça vous donne tout le potentiel de création de richesse qu'on a. Et le dernier outil qui est magique un peu pour un industriel quand il veut innover avec un laboratoire, on a parlé de Cher avec le groupe Legendre, on a parlé de comaturation avec Inaxé, on a parlé de maturation avec Amiral Technologies ou avec Arprex. Mais c'est notre capacité qu'on a à investir sur les technologies, de prendre le risque technologique entre le labo et l'entreprise, de prendre le risque financier par la même occasion et finalement d'aboutir à la fin du projet de maturation, ce qu'on appelle un investissement de maturation, avoir dérisqué la technologie, pris le risque financier et pouvoir lancer finalement l'innovation dans son exploitation commerciale pour créer un nouveau produit ou un nouveau service. C'est un métier magique. J'ai envie de dire, on a un métier avec une très belle finalité sociétale et économique. Et finalement, l'analogie avec l'agriculture de l'innovation pour l'industrie, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait vibrer tous les matins quand je me lève. Donc, sincèrement, merci d'être venu témoigner et merci d'avoir fait ce travail de construction de cette table ronde qui était vraiment enthousiasmante. Je vais juste ajouter les deux vertus d'un agriculteur, il laboure large et profond. Ce qu'ils font. Merci beaucoup, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres commentaires, réactions, on va passer voilà, à la salle. Est-ce que voilà, ces témoignages vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions On prend les questions sur le Festival de Cannes, si vous insistez.
Bon, bah, écoutez, on va en ce cas, vas-y, tu veux. Peut-être le dernier point pour ceux qui sont autour de nous et qui nous entendent. On est sur le stand. Oui, j'allais y venir. Lequel stand? Alors 5H20, j'allais y venir, merci. 5H20. Ouais, alors j'allais avant de terminer, avant de passer à la séquence suivante, effectivement, d'abord vers tous vous remercier de vos témoignages tout aussi intéressants, palpitants et toutes ces aventures humaines, parce que c'était aussi ça, et c'était important aussi de partager sur cet aspect-là, parce que tous ces projets, c'est d'abord des hommes et des femmes qui font avancer l'innovation. Et c'est vrai aussi dans les SAT. Donc on a la chance d'avoir des équipes extrêmement motivées, des équipes de professionnels que je vous invite tous à retrouver donc, sur le stand donc 5H20, n'hésitez pas. De même que sur les stands de Société Aprex. Je ne sais pas si tu peux en profiter. Voilà. 5F139. Merci. Et donc Simon? Moi, je ne joue pas au Scrabble ni à la bataille navale. Donc nous sommes sur le Hub France IA. Super. Voilà, donc voilà, on vous attend tous sur nos stands respectifs pour venir labourer le champ de l'innovation très largement. Encore merci à tous de nous avoir fait l'amitié d'être là. Merci à Global Industries de nous avoir donné l'opportunité de présenter, de parler de la recherche publique et de l'innovation.